C'était une journée normale pour Yokoya, qui traînait et dormait jusqu'à midi, mais soudain, quelqu'un sonna à sa porte, le forçant à se lever. Lorsqu'il se rend à la porte et regarde à travers la caméra, il voit une domestique qui ressemble à Emo violet et vert gardant, lui demandant de l'embaucher comme femme de ménage. Après que Yokoya l'a laissé entrer, il l'invitait à s'asseoir sur son canapé, lui offre une boisson, et commence à penser qu'elle est soit là pour lui voler ses reins, soit pour lui vendre une poudre blanche magique. Il lui demande quelles sont ses expériences passées en tant que domestique, mais au lieu de répondre, elle lui raconte qu'elle était auparavant une tueuse à gages qui ciblait les personnes se rebellant contre son maître, le même maître qu'il a envoyé ici. Yokoya pense qu'elle plaisante, mais après s'être rendu compte qu'elle ne rigole pas, il devient nerveux. Il lui demande des détails sur son patron et ses liens avec sa famille, et elle commence à expliquer comment son patron possédait un jour un poisson rouge qui a eu un bébé qui s'est transformé en chien et qui a cherché Nemo, et cet individu était l'ami de la mère de Yokoya. Yokoya, frustré, lui frappe la main, mais se rend vite compte qu'il a commis une erreur, risquant de la mettre en colère, alors il change de sujet et lui demande quelle est sa méthode préférée pour assassiner des gens. Ils sortent ensuite, et elle sort ses couteaux, fait un saut périlleux arrière, et les lance avec précision sur un arbre, montrant ainsi sa spécialité, le lancer de couteau. Elle sourit fièrement et explique que le lancer de couteau n'est qu'une de ses nombreuses compétences en tant que tueuse à gages. Malgré ses incroyables capacités, Yokoya lui dit qu'il ne peut pas employer une version féminine de John Wick comme domestique. Bien que cela la contrarie, elle comprend sa décision, s'excuse d'avoir pris de son précieux temps, et s'en va. Alors qu'elle passe la porte, Yokoya tombe à genoux, abasourdi par ce qui vient de se passer, mais lorsqu'il baisse les yeux, il trouve quelque chose. Pendant ce temps, la domestique marche seule, sans but. Elle se demande ce qu'elle doit faire ensuite. Elle se retourne, s'attendant à ce que Yokoya la poursuive, mais est déçue de ne voir personne. Cependant, alors qu'elle traverse les rails du train, Yokoya lui crie dessus, avec une clochette à la main, disant qu'elle a oublié. Lorsque la domestique se retourne, Truck-kun est sur le point d'envoyer Yokoya dans un iske, mais elle s'élance et sauve Yokoya de la mort. Contrairement à avant, la domestique a l'air adorable avec des rougeurs sur ses joues, et Yokoya la remercie de l'avoir sauvée. Elle s'excuse de l'avoir sauvée, affirmant qu'elle n'avait jamais sauvé personne auparavant et que son cœur bat rapidement. Yokoya lui tend la clochette, et elle le remercie de la lui avoir rendue avant de repartir. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Yokoya change d'avis et lui dit qu'il a besoin de son aide pour faire le ménage. De retour chez lui, Yokoya est choqué de voir tous les couteaux qu'elle possède en déballant ses affaires. Pendant que la domestique raconte comment ses couteaux auraient pu stopper le « rumbling », Yokoya l'interrompt et lui dit qu'il a besoin qu'elle nettoie ses ordures, pas qu'elle nettoie les rues des 304S avec des problèmes paternels. Cependant, elle n'a en tête que le nettoyage des cadavres, et Yokoya essaie de lui expliquer du mieux qu'il peut qu'il s'agit d'un autre type de nettoyage, qu'il a besoin d'une femme de ménage. Elle lui demande s'il l'embauchera vraiment tant qu'elle fait ses tâches ménagères, et il accepte. Plus tard, Yokoya revient chez lui et découvre un désordre, elle est toute mouillée, tenant un balai cassé et un seau sur la tête. Elle commence à s'excuser abondamment, puis glisse soudainement sur le sol mouillé, mais parvient à se rattraper en atterrissant comme Spider-Man, tout en ayant toujours le seau sur la tête. Après avoir vu cela, Yokoya lui demande si elle est en réalité maladroite, et elle s'excuse pour ses erreurs, tout en se sentant honteuse. Yokoya enlève le seau de sa tête, lui donne une serviette et lui dit qu'elle peut commencer à apprendre dès maintenant, et qu'il l'aidera. Il lui demande de continuer, et elle hoche la tête, toute mignonne. Quelques heures plus tard, la maison est impeccable, et Yokoya la félicite pour son dur labeur, ce qui la rend heureuse. Puis, Yokoya regarde l'heure, réalise qu'il est temps de dîner, et lui demande si elle sait cuisiner. Elle baisse la tête, comme un chiot triste, et Yokoya la rassure en lui disant que ce n'est pas grave, qu'il va préparer le repas pendant qu'elle prend un bain. Dans la baignoire, la domestique pense à Yokoya en rougissant, se mouillant à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant ce temps, Yokoya, à l'extérieur, parle tout seul, se sentant anxieux, ne sachant pas quoi faire alors qu'une domestique espiègle est en train de prendre un bain à quelques mètres de lui. Il commence à s'échauffer en pensant à elle sortant seulement avec une serviette, mais elle revient en uniforme complet, décevant Yokoya. Il commence alors le dîner, et bien que Yokoya la prévienne, la domestique se sent confiante et commence à couper les choux comme des corps humains. Yokoya sort du ramen et du porc frit, ce qui la confond car elle ne sait pas ce qu'est le porc frit. Elle explique qu'elle en a peut-être déjà mangé, mais qu'elle n'a jamais été une grande amatrice de nourriture pour s'en soucier.
La domestique déclare que manger ne sert qu'à entretenir la vie, et que les saveurs ne sont pas importantes. Mais Yokoya lui assure qu'une bouchée de porc frit la fera jubiler et émettre des sons de plaisir, comme dans Food Wars. Yokoya se sent confiant dans cette version de porc frit bon marché et en divise 2 portions pour lui-même et la domestique. Mais il se rend compte qu'il ne connaît pas son nom. La domestique lui dit qu'elle n'a pas de nom, et que son maître lui en donnait habituellement un. Au début, il pense à l'appeler Big Steve 9000, mais choisit de lui donner un nom plus tard, lorsqu'il aura de l'inspiration. Il commence ensuite à manger, et après sa première bouchée de porc frit, elle pense toujours qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'est le goût, ce qui déclenche en elle des souvenirs sombres du passé. Mais cette fois, elle se sent réchauffée de l'intérieur et dit à Yokoya que sa viande est délicieuse. Elle dit à Yokoya que sa nourriture, tout comme lui procure une sensation de chaleur, mais il ne l'entend pas et lui dit qu'il a préparé une chambre pour elle. Yokoya lui dit qu'il a décoré la chambre magnifiquement juste pour elle. Après avoir entendu cela, elle se souvient d'un passé encore plus sombre, où elle se baignait dans le sang, mais cette fois, elle veut que son nouveau maître la traite avec douceur. Yokoya remarque que son porc n'a pas de sauce contrairement au sien, alors il lui donne la sauce pour qu'elle l'ajoute à son plat. Après avoir pris une bouchée, elle sent l'umami dans sa bouche, ce qui la fait crier de plaisir pour la toute-puissante sauce tonkatsu. Plus tard dans la nuit, Yokoya se réveille en pleurant après un cauchemar, puis son estomac commence à gargouiller. Il descend pour manger quelque chose, mais soudain, une voix sort de sa cuisine. Il a peur, pensant que la domestique prépare quelque chose de louche, et quand il regarde à l'intérieur, il voit la domestique en train de grignoter la sauce tonkatsu. Ils se fichent tous les deux, gênés, avant qu'elle n'essaie de s'excuser d'être devenue accro à la sauce, mais Yokoya lui dit que ce n'est pas grave et lui demande si elle a aussi faim. Yokoya sort alors une marmite bien épicée, et il commence à manger, ce qu'elle apprécie énormément. La domestique demande à Yokoya s'il fait des cauchemars, et après qu'il a répondu, elle révèle qu'elle a entendu quelqu'un parler dans son sommeil. Elle pensait qu'un assassin était entré dans sa chambre, alors elle est entrée avec des couteaux en main, mais au lieu de voir un ennemi, elle a vu Yokoya en train de dormir avec des larmes dans les yeux. Yokoya se sent embarrassée, et elle lui dit qu'il appelait sa mère dans son sommeil, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Elle essaie de le réconforter, lui disant qu'elle a aussi rêvé que la sauce lui parlait, lui disant qu'elle pouvait la lécher autant qu'elle voulait, mais avant qu'elle ne commence à la lécher, elle s'est réveillée. Cependant, elle déclare que c'est la première fois qu'elle rêve de quelque chose d'autre que d'assassiner des gens, et que c'est la première fois qu'elle veut continuer un rêve, contrairement à ses autres rêves. Elle se sent triste que Yokoya ait fait un cauchemar le même jour et qu'elle ne puisse pas le réconforter. Yokoya avoue qu'il a souvent ce rêve où sa mère le quitte pour un nouveau papa, et qu'il se met à pleurer s'il se réveille sans être allongé sur les genoux de sa mère. Après avoir entendu cela, la domestique lui offre ses genoux pour qu'il s'allonge dessus, mais Yokoya refuse, ce qui la rend triste, pensant qu'elle ne pourra jamais réconforter quelqu'un, seulement les tuer. Soudain, Yokoya s'allonge, dissipant son sombre passé, et ils se sentent tous deux réchauffés l'un par l'autre. Yokoya la regarde, réalise qu'elle le regarde aussi, et s'endort paisiblement sur ses genoux chauds et confortables. Dans son esprit, elle se demande pourquoi son cœur battait si vite lorsqu'elle a sauvé Yokoya. Contrairement au moment où elle envoyait des gens à la mort, elle veut comprendre pourquoi son corps a bougé si rapidement pour le sauver. Le lendemain matin, elle joue à Fruit Ninja avec les déchets avant de les mettre dans le sac, et lorsque Yokoya lui demande pourquoi elle fait cela, elle explique que cela permet de gagner de la place, ce qui impressionne Yokoya. Soudain, il trouve un chien abandonné devant la maison, et à côté de lui, une lettre d'un propriétaire fauché qui a laissé le chien chez Yokoya, pensant qu'il est un homme riche qui s'en occuperait volontiers. Malgré son objection, Yokoya veut recueillir le chien, ne voulant pas qu'il meure à cause de l'abandon, mais contrairement à son maître, la servante a une autre manière de penser. Elle déclare que le petit chien a ses propres instincts animaux et que le sauver par sympathie le rendrait moins capable de survivre aux difficultés, le transformant en une mauviette. Elle demande à Yokoya s'il est prêt à assumer cette responsabilité, et il se moque totalement de ce genre de réflexion. Déclarant qu'il en va de même pour le fait de l'avoir sauvé, elle n'a pas agi par sympathie lorsqu'elle l'a sauvé de la mort, expliquant que lorsque la vie de quelqu'un est en danger, le corps d'une personne bouge instinctivement pour les sauver. Les paroles de Yokoya touchent la servante, et il lui dit que, tout comme le chien, il sait ce que cela fait d'être abandonné. Ensuite, il emmène le chien à l'intérieur et s'y attache rapidement, mais contrairement à lui, la servante garde ses distances avec le chien, comme s'il s'agissait d'une peste. Yokoya essaie de lui proposer de toucher la petite bête,
mais elle s'en éloigne, et après avoir vu sa réaction, Yokoya se rend compte qu'elle a peur des chiens. Elle commence à comprendre avec honte ce que Yokoya trouve mignon, mais elle l'informe qu'elle le toucherait de force si son maître le lui ordonnait, ce à quoi Yokoya répond qu'il ne le fera pas. Il lui demande pourquoi elle a peur, et la servante explique que lors d'un de ses entraînements d'assassin, elle a été laissée sur une montagne remplie de chiens sauvages féroces issus de la recherche. Yokoya comprend son traumatisme et trouve dommage qu'elle ne puisse pas aider à s'occuper du chien, mais après avoir entendu son maître qualifier cela de dommage, la servante se sent déçue d'elle-même. Avec fierté, la servante demande à tenir le chien, mais lors de sa première tentative, elle le tient comme si elle manipulait une bombe active, provoquant des tremblements. Après que Yokoya lui ait demandé quelle partie du chien l'effraie, elle montre la griffe, les dents et les yeux diaboliques, mais Yokoya dit que contrairement à elle, il le voit comme un mochi, ce qui pour elle est un concept étranger. Soudain, le chien mord son doigt, la faisant paniquer presque au point de lancer le chien, le transformant en hot dog. Après s'être calmé, le chien mordit Yokoya, et voyant cela, Yokoya examine ses dents et se rend compte qu'il fait ses dents, il l'emmène donc chez le vétérinaire pour un contrôle. Pendant que Yokoya amène le chiot pour un examen, la servante va faire des courses pour acheter des fournitures pour chiens, impressionnant Yokoya et le chien par son attention. Il promène le chien, après tout ce qu'elle a traversé, la servante dit à Yokoya qu'elle n'a jamais rencontré un homme aussi doux que lui. Elle lui dit que contrairement à lui, ses anciens maîtres étaient froids et ne se souciaient que de son efficacité, sans tolérer aucun échec, alors que Yokoya la traite avec douceur malgré ses nombreux échecs. Elle lui demande de la laisser rester dans son monde à lui, un monde différent du sien, où tout est froid et où la survie se fait en assassinant des gens et en terminant des missions. La servante veut être comme le chien qui rencontre Yokoya dans un monde de chaleur et qui, finalement, devient quelqu'un que Yokoya désire. Après tout ce qu'elle dit, Yokoya lui répond que ce qu'elle souhaite, c'est arrêter d'être une assassin et devenir une fille normale, une idée à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant. Envoyer des gens à leur mort était la seule chose qu'elle connaissait dans toute sa vie, mais maintenant, avec son nouveau maître, elle se sent pleine d'espoir qu'elle peut en apprendre davantage sur lui et sur ce merveilleux nouveau monde. Yokoya avoue qu'au début, il avait peur d'elle, mais maintenant, il la voit comme rien d'autre qu'une bonne gamine. Entendre qu'on l'appelle une bonne gamine rappelle à la servante son passé, et à cause de cela, elle lui demande de l'aider à devenir une fille normale. Bien que Yokoya ne sache pas grand-chose sur les tampons et les serviettes, il lui dit qu'elle devrait commencer à apprendre à se sentir normale lorsqu'elle fait des erreurs et ne pas se sentir trop sous pression à ce sujet. Le lendemain matin, le chien se réveille au son de ses efforts pour apprendre à couper du chou, et elle veut apprendre à faire des okonomiyaki pour pouvoir les accompagner avec une sauce qu'elle adore. Soudain, le chien se téléporte à sa jambe, la faisant paniquer, ne croyant pas qu'un chien normal puisse se glisser derrière elle, une assassin. L'estomac du chien grogne, et réalisant qu'il a faim, elle lui donne de la nourriture pour chien. Alors que le chien se régale avec la nourriture, elle essaie de le toucher, mais s'arrête quand Yokoya apparaît. Il commence à caresser le petit Fluff, et après avoir touché son ventre bien dodu, Yokoya décide de nommer le chien Mochi. Yokoya félicite la servante pour avoir nourri le chien et coupé le chou, lui faisant faire une pirouette avant de louer son travail, ce qui fait rougir la servante. Sur sa jambe, Mochi commence à sauter et demande à jouer, mais Yokoya ne peut pas jouer car il doit préparer le dîner. Cependant, la servante lui dit qu'elle s'en occupera, déclarant qu'elle veut être une fille normale, qui peut croire à ce qu'il dit lorsque Yokoya dit que le chien est une boule de joie. Yokoya utilise son charme de papa et lui dit qu'il croit en elle aussi, la faisant rougir de plaisir et éveillant sa passion. Avec une confiance totale en son maître, la servante commence à toucher le chien, et à chaque caresse, elle commence à se rapprocher de lui, lui faisant des gratouilles au ventre et touchant sa patte. Maintenant, elle comprend que, tout comme Yokoya, qui avait peur d'elle au début, elle commence à faire confiance au petit chien, tout comme Yokoya apprend à lui faire confiance. Au dîner, elle commence à s'exclamer après avoir mangé l'okonomiyaki saucé, et lorsque Yokoya lui propose une deuxième portion, elle essaie de refuser, tandis que son langage corporel montre qu'elle est excitée par son plat crémeux et saucé. Yokoya lui assure que si elle a une demande, elle doit simplement lui demander, et voyant cette opportunité, elle lui demande de lui donner un nom. Yokoya commence à réfléchir et lui demande sa date de naissance, et bien qu'elle ne connaisse pas la date exacte, elle sait que c'était pendant l'hiver. Yokoya a une idée et l'appelle Yuki, tiré de la neige. Cela lui rappelle son ancien patron, qui l'appelait froide, mais contrairement à lui, Yokoya aime la neige parce qu'elle est belle, rappelant à Yuki son passé lorsqu'elle a fabriqué un bonhomme de neige.
Yokoya évoque une théorie risquée selon laquelle la neige est aussi chaude lorsqu'elle recouvre un champ, protégeant les graines du froid pour qu'elles finissent par fleurir en belles fleurs grâce à la protection de la neige. Après avoir entendu ces élucubrations et vu le visage souriant de Yokoya, cela amène Yuki à se demander pourquoi tout dans sa vie devient plus chaud et beau lorsqu'elle est à ses côtés. Elle réalise que tant qu'elle reste dans son monde, elle comprendra un jour ce que c'est que d'être normale. Avec sa raison en pleine forme, Yuki remercie Yokoya de lui avoir donné un nom, et elle commence à sourire d'une manière qui la fait briller, ce qui rend Yokoya heureux de la voir sourire normalement. Commentez en dotant le mat si vous voulez une partie 3. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici. Quelques jours plus tard, alors que Yuki joue avec Mochi, Yokoya apparaît et lui demande une faveur. Elle lui demande de quoi il s'agit et lui révèle qu'il veut se faire percer l'oreille et que Yuki, qui a déjà son propre piercing, doit l'aider à faire un trou dans son oreille. Elle accepte sa demande, mais après avoir approché la lame de son oreille, elle recule et commence à la tripoter, terrifiée à l'idée de faire un trou dans son propre maître. Soudain, la cloche sonne et lorsque Yuki ouvre la porte, elle trouve une fille qui cherche son frère et qui est confuse à la vue de Yuki. Yuki se rend compte qu'il s'agit de la petite sœur de Yokoya, Riko. Une fois à l'intérieur, Riko n'arrive pas à croire que son pauvre frère débile ait réussi à mettre la main sur une jeune fille enjouée comme Yuki, et lui demande pourquoi il ne lui en a jamais parlé lors de leur réunion de famille habituelle. Il tente d'expliquer que leur mère serait probablement paniquée et que leur père lui a donné l'autorisation d'engager une bonne, même s'il ne sait pas à quel point elle est enjouée, mais Riko n'accepte toujours pas son excuse pour lui avoir menti. Yuki leur demande pourquoi elles vivent séparément, mais au lieu de répondre, Riko se met à faire de la crème, ce qui trouble Yuki qui ne comprend pas pourquoi cette fille est si bizarre. Riko dit à Yuki qu'elle est si belle, et Okwa explique que Riko aime les belles personnes tout en détestant les laids comme vos téléspectateurs, ce qui explique pourquoi il ne veut pas lui en parler. Riko commence à bouder tout en insultant son frère, mais après s'être calmée, elle apprend que Yuki a été nommé par son maître Yokoya, ce qui trouble Riko. À ce moment-là, Yuki commence à raconter qu'elle était un assassin sans nom avant que Yokoya ne lui en donne un, ce qui provoque un malaise chez Riko. Cependant, elle change rapidement d'avis et pense que c'est génial, et lui demande de signer son carnet, ce que Yuki signe volontiers, mais après que Yuki ait fini de signer sa signature, on dirait des vers dérangés. Yuki se défend en disant qu'elle parle 12 langues car elle a beaucoup voyagé en tant qu'assassin, mais qu'elle n'a jamais étudié la calligraphie, et Riko a une idée. Elle veut faire de Yuki son projet de recherche pour l'été, et alors que Yokoya s'y oppose, Riko soulève Yuki, disant qu'elle est celle dont elle a besoin. Elle demande à Yuki de montrer son côté assassin, et malgré le raisonnement de son frère, elle lui assure qu'elle va inverser l'histoire et créer une servante qui ressemble à un assassin à la place. Elles se rendent alors dans le jardin, placent une pomme au-dessus de la tête de Riko et Yuki lance une lame parfaitement sur la pomme, manquant de peu de donner une attaque à Yokoya. Riko demande à Yuki combien de couteaux elle possède et où elle les range, et Yuki répond qu'elle en a 5. Cependant, alors qu'elle s'apprête à montrer le couteau sous ses bourrelets, Yokoya l'arrête, ce qui fait enrager les téléspectateurs qui veulent voir le SNU Céleste. Plus tard, alors que Riko pose d'autres questions absurdes à Yuki, son estomac gronde, signalant qu'elle a besoin de manger, mais elle demande à Yuki si elle a un plat spécial, et Yuki répond par l'affirmative. Elle commence alors à couper des choux, impressionnant Riko par son habileté, et les sert dans une assiette sans rien d'autre, ce dont Riko se félicite en disant que Poppy va adorer. Cependant, elles se rendent dans un McDonald's pour manger un morceau et y voient une affiche pour un festival de feux d'artifice. Yokoya dit à Yuki que le festival vend des sampés grivoises, et elle commence à s'extasier devant ce qu'il dit, alors ils décident d'aller au festival. Après leur arrivée, Riko entraîne Yuki vers un stand de jeux de tir, et pendant que Riko s'y prend mal, Yuki tire comme si elle était la propriétaire des lieux, mais rate aussi son coup, et elle avoue qu'elle n'est pas douée pour le tir. Au jeu d'attrape-poisson rouge, Yuki utilise le charingan et attrape beaucoup de poissons, et quand Riko lui demande son secret, Yuki lui apprend patiemment comment faire, et l'employé la félicite d'être une bonne sœur. Elles achètent ensuite le sampé grivois qui enthousiasme Yuki, et lorsqu'elle en prend une bouchée, elle est presque submergée par un flot de nourriture tant c'est délicieux. Elle commence à le manger rapidement, et voyant qu'elle l'apprécie, l'employé lui en donne d'autres gratuitement, ce qui la fait défaillir. Riko va acheter des boissons, et lorsque Yokoya veut l'en empêcher, Riko assure à son frère qu'elle s'en sortira. Pendant qu'ils attendent le retour de Riko, Yokoya demande à Yuki de lui parler de ses expériences précédentes lors de festivals, et elle lui raconte qu'au lieu de s'amuser,
Elle a dû effectuer une mission lors d'un festival où elle a poignardé un homme dans le dos avec un couteau pendant qu'ils regardaient tous les deux le feu d'artifice. Yokoya est choquée, et avant qu'il ne dise quoi que ce soit, le feu d'artifice commence, et Yuki est en admiration devant la beauté du feu d'artifice. Riko revient avec des boissons, disant que les festivals d'été sont les meilleurs, et Yuki est d'accord, le sourire aux lèvres. Yokoya se couche en la voyant et casse accidentellement ses verres. Sur le chemin du retour, Riko gronde Yuki parce qu'elle a mangé trop de sauce, l'avertissant qu'elle pourrait devenir la prochaine victime de l'avocat du bétail. Soudain, quelqu'un crie qu'il y a un vol, et par derrière, Motorbik-kun manque de dévorer Riko, mais Yuki parvient à la sauver à temps. Cependant, Riko commence à s'attendrir après que Yuki l'ait sauvée comme une princesse, mais Yokoya n'est pas content de voir que leur sauce est maintenant renversée, déclarant que le voleur devrait rencontrer S en enfer immédiatement. Yuki prend la parole de son maître au pied de la lettre et se lance à corps perdu dans la poursuite de la moto. Excitée, Riko veut la suivre pour voir le cerveau du voleur se détacher de sa tête. Elle suit Yuki, qui court sur les toits comme Spider-Man, les laissant lentement derrière elle, mais Riko trouve un raccourci et elles le prennent. Après avoir trouvé le voleur, Yuki lance majestueusement ses hochements de tête sur lui, frappant ses pneus, mais alors qu'elle s'approche du voleur avec des intentions malveillantes, Yokoya lui crie d'arrêter. Mais Yuki se contente de lui donner une pichenette sur le casque en guise de punition et dit qu'elle a de nouveau faim, et Yokoya lui répond volontiers qu'il devrait acheter plus de sauce que d'argent. Après avoir laissé le voleur traumatisé, il veut maintenant aller en prison de son plein gré. Après avoir acheté la nourriture, ils rentrent chez eux et Riko est impatiente de montrer à sa classe son projet d'été, ce qui intrigue Yuki qui se demande ce qu'est l'école. Riko commence à lui dire à quel point les écoles sont formidables, affirmant que c'est un endroit génial, ce qui, vous le savez, est une escroquerie, mais elle reçoit soudain un texto de sa mère qui lui a préparé un ragoût de bœuf. Riko se précipite pour rentrer chez elle, mais malgré ses éruptions cutanées, Yuki trouve cela normal, et après ce que lui a dit Riko, elle annonce à Yokoya qu'elle veut aller à l'école. Le lendemain matin, Yokoya se rend à l'école, se demandant si Yuki ira bien dans sa nouvelle école. Ses amis surgissent et lui parlent d'une rumeur à propos d'une bonne épaisse et enjouée en ville, ce qui le fait sortir de son lait. Yokoya essaie de jouer les idiots en disant qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais soudain, le professeur présente une nouvelle élève, et c'est Yuki, dans toute sa gloire, qui entre, provoquant un court-circuit chez Yokoya. Elle se présente comme Yuki, la cousine de Yokoya, mais lorsqu'elle s'assoit devant lui, elle l'appelle maître, ce qui choque tout le monde. Après l'école, Riko surgit, lui demandant comment se passe l'école, et alors qu'il reste de marbre, Yokoya réalise qu'elle est derrière tout cela, ce qui l'incite à célébrer le succès de son opération. Sur le chemin de la maison, Riko fait des remarques à Yuki, disant qu'avant que Yuki ne rejoigne l'école, elle avait été capable d'apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur l'école en 3 jours. Yokoya demande alors en quoi Yuki est soudain sa cousine, qu'il est pratique d'être dans sa classe, dans la même école, mais qu'ils ont choisi de lui cacher. Ils répondent que Yuki a un lien avec son travail d'assassin qu'il a inscrite dans la même classe que lui, et Riko suggère qu'elle devrait être sa cousine, afin qu'il soit plus facile d'expliquer leurs interactions à l'avenir. Cependant, c'était l'idée de Riko de garder le secret pour qu'elle puisse voir la réaction de Yokoya après coup. Yokoya lui donne un coup de tête, mais après avoir vu cela, Yuki est bouleversée et demande si c'est elle qui est en tort. Yokoya change de ton et dit à Yuki que cela ne le dérange pas dans l'espoir qu'ils puissent tous les deux profiter de leur vie scolaire. Le lendemain, les élèves se précipitent hors de la classe pour manger du pain katsura, ce qui intéresse Yuki. Yokoya lui demande ce qu'elle veut pour le déjeuner, et elle répond du pain katsura. Il lui explique que le pain katsura est plus rare qu'une seule pièce, et qu'elle doit être rapide à l'heure du déjeuner pour en obtenir. Il lui fait un dessin montrant que leur classe est la plus éloignée de la cafétéria, et tandis que Yokoya se montre pessimiste, Yuki s'enflamme et lui dit que si Escobar peut obtenir le pain, alors elle peut l'obtenir aussi. Pleine de conviction, elle saute par la fenêtre et monte sur le toit, et malgré la tentative de Yokoya de l'arrêter, elle court sur la balustrade comme un ninja. Là, Yokoya se rend compte qu'il ne peut pas s'arrêter après avoir vu ses yeux ressembler à ceux d'une fille qui regarde de la nourriture, estimant que lorsqu'il s'agit de sauce, même l'Asinine ou le Tano ne peuvent pas arrêter Yuki. Yokoya regarde vers le bas et voit les gars en sueur obsédés par le pain katsura courir vers la cafétéria, et il craint que Yuki ne se laisse tomber devant eux, révélant ainsi son secret. Mais au moment où Yuki s'apprête à sauter, elle se retourne et se balance tout droit pour tomber devant la cafétéria, où elle achète un pain et un sandwich.
Cependant, elle informe Yukoya que le magasin ne lui permet d'en acheter qu'un seul en raison de la quantité limitée vendue. Il sort un autre sandwich et lui dit qu'il peut juste le manger. Yuki se sent en conflit et dit à Yukoya qu'il devrait avoir le pain Katsura, mais il lui assure qu'elle devrait l'avoir, disant qu'elle l'a mérité. À la première bouchée, Yuki se met à hurler de bonheur, mais malgré sa joie, elle partage le sandwich et lui donne à manger, partageant ainsi sa joie. Ce soir-là, Riko annonce qu'elle va rester pour la nuit, et bien que Yukoya n'aime pas l'idée, Riko l'appelle à se réjouir du privilège de pouvoir vivre avec Yuki et de l'applaudir tous les soirs. Elle ajoute qu'elle a toujours voulu avoir une sœur avec qui elle pourrait parler autant des garçons. Elle l'a même imaginée comme sa sœur à l'allure de claque. Maintenant, Riko a une idée géniale si Yukoya épouse Yuki. Son rêve deviendra réalité, d'autant plus que Riko pense que Yuki l'aime bien. Cependant, Yukoya lui dit que Yuki ne ressent pas de romance, et qu'il y a quelques jours, lorsqu'elle l'a fait jouer sur du pain, elle n'a montré aucune réaction. Bien que Riko soit toujours convaincue, elle pense que si leur mère serait d'accord, leur père ne le serait pas. Yuki arrive et demande qui va se marier, les surprenant tous les deux par sa présence. Riko lui dit la vérité et lui demande si elle aime Yukoya, et elle lui dit qu'elle l'admire, ce qui provoque un dysfonctionnement de Yukoya. Plus tard, elles sortent ensemble et Riko lui demande si elle se maquille, affirmant que son visage naturel ferait honte aux Kardashians. Yuki lui répond que non, et alors que Riko lui dit que son visage fait rêver beaucoup de filles, Yuki affirme que son apparence ne lui a jamais apporté d'avantage dans son ancien travail. Riko pense que, contrairement à Yuki, elle n'a pas un joli visage, mais Yuki la rassure en lui disant qu'elle aime l'apparence de Riko, et Riko se sent heureuse car personne ne lui a jamais dit cela en dehors de ses parents. Elle lui demande si elle peut être aussi jolie qu'elle, et Yuki lui dit que depuis qu'elle a commencé à manger de la sauce tonkatsu, sa peau s'éclaircit de jour en jour, et offre à Riko un peu de son melon glacé au tonkatsu. Ce qui déconcerte Riko au début, mais qu'elle finit par aimer. En voyant cette interaction, Yukoya se dit qu'elles sont comme des sœurs, il attribue à Riko la capacité de Yuki à s'adapter rapidement à la vie normale. Après avoir vu sa tête pensante, Riko interpelle Yukoya en lui disant qu'il s'imaginait épouser Yuki pour pouvoir voir cette interaction tous les jours. Alors que Yukoya essaie de le nier, Riko lui demande s'il serait heureux d'épouser quelqu'un d'aussi mignon et complice que Yuki, ce à quoi Yukoya répond par l'affirmative, rendant Riko heureuse, tandis que dans les buissons, un chat rôde. Le lendemain, en classe, le professeur leur explique que Bob l'éponge est une meilleure série que l'Attaque du Titan. Il remarque que Yukoya dort et lui lance une craie, mais Yuki coupe la craie sans que personne ne le voie et rend Yukoya aveugle, ce qui n'est pas ce que Yuki voulait qu'il arrive. Yukoya se rend alors à l'infirmerie, où il rencontre un professeur de santé intrigant, tout droit sorti du lycée DXD. Nita qui remplace l'ancien professeur de santé. Après qu'il se soit plaint de ses yeux, elle lui dit de s'asseoir sur le lit, mais Yukoya ressent une étrange aura de sa part. Nita commence à l'interroger sur Yuki, et lorsqu'il lui dit que Yuki est sa cousine, Nita se met à rire, déclarant qu'il a l'air claudiquant comparé à Yuki. Tout en vérifiant ses yeux, elle complimente son beau visage, et après avoir constaté qu'il est en bonne santé, elle ferme soudainement la porte. Nita se tourne vers le médecin que tout homme désire, le pousse vers le bas et rampe sur lui, le taquinant pour faire avancer l'intrigue, mais avant qu'elle n'engloutisse son glizzy, Yuki fait irruption et fixe Nita. Yukoya rampe vers Yuki par peur du SNU, mais Nita dit que c'était une blague car Yukoya ressemble à un hamster mignon quand il voit ses intrigues. Malgré les tentatives de Nita pour attirer Yukoya, Yuki le tire en arrière et lui ordonne de ne plus jamais s'approcher de Nita. Soudain, Yukoya se souvient de ce qu'a dit Riko et pense que Yuki l'aime bien et qu'elle est jalouse. Nita en a assez et le renvoie en disant que la blessure n'est pas grave, et Yuki fait lentement reculer Yukoya hors de la pièce. Alors qu'elle éloigne Yukoya, Yuki s'excuse pour ses actions et dit qu'elle doit lui dire quelque chose, ce qui fait battre le cœur de Yukoya plus vite. Cependant, Yuki l'informe que Nita est également un assassin, ce qui le choque. Pendant ce temps, le chat vient voir Nita, qui lui transmet des photos de la maison de Yukoya que Nita prévoit de détruire. Commentez, Doctor of Dream, si vous voulez une partie 4. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo ici. Nito rêve qu'un jour, elle pourra vivre sa vie à la plage entourée de différents gars transpirants qu'elle pourrait applaudir. Mais avant de réaliser ce rêve, elle doit assassiner à la fois Yokoi et Yuki. Pendant ce temps, Yokoi a du mal à dormir, car Yuki refuse de le quitter par peur que Nito, dont ils ne savent encore rien, ne surgisse pour assassiner Yokoi et son précieux cornichon.
Yokwa lui dit qu'il ne peut pas dormir dans ces conditions. Alors, Yuki lui propose une idée et s'allonge à côté de lui, lui disant que ses cuisses peuvent l'aider à s'endormir en l'étreignant fermement, ce dont rêverait tout homme. Yokwa dit à Yuki qu'il s'inquiète pour elle, et bien qu'elle devienne timide en entendant cela, elle lui dit qu'elle peut se défendre facilement dans son sommeil en utilisant un crayon, comme John Wick. Yuki a une théorie selon laquelle Nito serait une personne ayant une rancune de son passé, mais elle assure Yokwa, tout en lui tenant la main, qu'elle le protégera, lui, celui qui lui montre ce que signifie la chaleur. Yokwa se sent tout échauffée après tous ces échanges de mains et veut ouvrir la fenêtre, mais Yuki l'arrête et l'ouvre elle-même, en disant qu'il aurait pu se faire sniper s'il n'était pas prudent. Soudain, elle sent une odeur de sauce katsuita et réalise que c'est un piège, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, Nito est déjà à l'intérieur, prenant Yokwa en otage. Nito appelle alors Yuki par son vrai nom, Su, le loup blanc des 9 descendants du dragon, et exprime sa déception de voir Yuki se faire avoir aussi facilement. Yuki sort son couteau, mais Nito la menace. Si elle fait quelque chose de stupide, elle jouera au ping-pong avec l'œil de Yokwa. Soudain, Yuki commence à parler en mandarin et menace Nito, disant qu'elle nourrira elle et toute sa famille au chien si elle touche Yokwa, ce qui effraie Nito. Elle dit à Yuki qu'elle l'attendra à l'école pour un duel à mort, tandis que Yokwa sera pris en otage. Après leur départ, Yuki se rappelle ce que son ancien maître lui avait dit, qu'elle est comme un John Wick au féminin sans fin heureuse. Elle sort son couteau, déterminée à accepter qui elle est, et se promet de sauver Yokwa. Yuki prévoit de sauver Yokwa coûte que coûte, puis de quitter le pays, continuant sa vie d'assassin si cela signifie que Yokwa est en sécurité. Cependant, son cœur lui dit le contraire, car ce qu'elle veut vraiment, c'est continuer la vie chaleureuse que Yokwa lui offre. Pendant ce temps, à l'école, Nito attache Yokwa comme dans Astérisque 50 nuances de gré astérisque, mais après avoir vu sa réaction calme, elle lui demande s'il n'est pas effrayé et s'il ne déteste pas Yuki pour l'avoir embarqué dans cette histoire. Yokwa avoue qu'il a peur, mais il croit aussi en Yuki, qui lui a promis de le protéger. Yokwa demande à Nito qui est Su, la personne dont elle parle, et cela surprend Nito qu'il ne sache rien de Yuki, malgré le fait qu'ils vivent ensemble. Nito l'informe que Su est un monstre, considérée comme spéciale dans son domaine, et venant des 9 descendants du dragon, surnommé le loup blanc, elle est issue d'une famille d'espions ultra dangereux. Nito ajoute que les 9 descendants du dragon sont un groupe d'assassins d'élite ayant participé à l'histoire, du meurtre de JFK à celui de François Ferdinand. Nito pense que si elle peut éliminer Su, cela fera monter en flèche sa réputation, ce qu'elle vise. Yokwa ne croit pas ce que dit Nito, affirmant que la Yuki qu'il connaît est une fille précieuse, qui se perd souvent dans ses pensées et pousse des petits cris de joie. Nito révèle qu'elle ne peut pas non plus croire ce que Su est devenu sous la supervision de Yokwa, déclarant que lorsqu'il parlait de mariage, cela l'a tellement agacée qu'elle voulait lancer une bombe nucléaire sur leur maison. Cependant, Nito pense aussi que Yokwa n'est pas normal pour être aussi calme dans cette situation, déclarant qu'il y a quelque chose de spécial chez lui qui a su adoucir le cœur froid et sombre de Yuki. Nito croit que plus on veut protéger, plus on devient faible. Avec Yokwa impliquée, elle pense enfin pouvoir envoyer Yuki rejoindre S en enfer. Puis, Yuki apparaît, prête à en découdre, et lorsque Nito lui tire dessus, elle tranche les balles comme si de rien n'était. Cependant, Nito a préparé une mine sous Yuki et la tire pour la faire exploser, pensant qu'elle a gagné. Mais Yuki surgit juste devant elle, prête à lui arracher la tête, mais Nito parvient à éviter l'attaque. Après avoir vu Yokwa, Yuki le calme et lui promet de le sauver. Cela agace Nito, qui réalise que Yuki ne la prend pas au sérieux, et commence à parler du passé de Yuki et de la manière dont, s'il était révélé, cela forcerait Yuki à quitter le foyer paisible de Yokwa. Yuki lui dit de se taire, car tout ce qui l'inquiète, c'est que Yokwa a école demain et qu'il doit dormir avant le matin. Nito se met en colère et demande à Yuki si elle ne peut pas parler d'autre chose que de Yokwa, et pour enfoncer le clou, Yuki commence à parler de Riko, de Machi, et de ses sauces préférées. Nito en a assez et révèle ses armes secrètes, toutes dirigées vers Yokwa, le menaçant que s'il résiste, les armes tireront sur ses membres et le laisseront en simple torse. En ayant assez, Yuki se précipite vers Nito, ce qui l'effraie au début, mais ensuite, elle active ses armes pour tirer sur Yokwa. Cependant, en utilisant la force, Yuki lance son couteau vers le ciel, sort ses petites lames, et les lance en direction de Yokwa pour bloquer les balles. Alors que Yuki se rapproche, Nito tente d'utiliser ses autres plans, mais le couteau de Yuki frappe son téléphone et détruit ses projets. Au fur et à mesure que Yuki s'approche, Nito commence à se rappeler qui est vraiment Su.
Lorsque Yuki lui dit de se rendre, Nito pointe une arme sur Yokoi, mais Yuki l'arrête et la met à terre d'un coup de pied. Nito commence à lui dire qu'elle sera toujours Su, la grande assassin qui fauche des vies et découpe des membres, et que pour des assassins comme elle, il est impossible de vivre une vie normale, car d'autres assassins viendront toujours après elle. Yuki acquiesce, disant que son ancien moi n'avait rien d'autre dans la vie que d'assassiner des gens, mais elle dit à Nito qu'elle ne prendra plus jamais la vie de personne, ni ne laissera d'autres mourir à cause d'elle. Yuki croit que, pour son avenir, elle va se battre pour ce en quoi elle croit afin de gagner la vie normale qu'elle a toujours voulu. Nito n'en revient pas de ce qu'elle entend, voyant le grand loup blanc su laisser partir sa proie et préférer sauver Yokoi à la place. Nito réalise que Yuki n'est pas une assassin parfaite, mais simplement une fille prête à tout pour ceux qui lui tiennent à cœur. Nito sourit et commence à rire, sachant qu'elle n'a jamais eu la moindre chance face à Yuki. Sur le chemin du retour, Yuki s'excuse auprès de Yokoi pour l'avoir impliquée, et lui dit qu'elle est prête à disparaître pour son bien, s'il le souhaite. Au lieu de répondre, Yokoi lui prend la main, et, avec un sourire, lui demande de lui apprendre des techniques de self-défense pour qu'il puisse l'aider, ce qui fait rougir Yuki de bonheur en comprenant qu'il veut toujours qu'elle reste à ses côtés. Commentaire, 2 assassines pleines d'intrigues et un gars chanceux. Si vous voulez une partie 5, faites-le savoir. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.